que par un malheureux hasard, je tue une personne sur le bord de la route, je peux être condamné à 12 mois ou 15 mois de prison, si ma responsabilité est fortement engagée. Il y a 40 ans, il n'y avait jamais l'auteur d'un seul accident de la route en détention. Oui, bien par conséquent qu'au-delà de ce que la société considère comme normal de punir, il y a des évolutions structurelles dans l'idée qu'on se fait de la punition et l'idée de ce qu'il faut punir. Et ce que je veux dire en vous citant les chiffres que je viens d'évoquer il y a un instant, c'est que notre société aujourd'hui est plus punitive qu'il y a 40 ans. Il est clair que si nos juges jugeaient aujourd'hui comme ils jugeaient il y a 40 ans, nous aurions aujourd'hui, j'ai fait les calculs, 45 000 détenus et non pas 66 000. Et donc la question que nous pose la privation de liberté aujourd'hui en France, c'est la question de savoir jusqu'à quel point notre société punit et qu'est-ce qu'elle juge bon de punir. Je crois qu'on ne peut pas s'intéresser à la privation de liberté. Alors j'en viens maintenant au deuxième point de mon propos. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour ne pas vous priver de dîner, sur les lieux de privation de liberté, sur ce que nous y voyons. Alors malheureusement, la réalité est assez simple. Ce qu'on voit dans ces lieux de privation de liberté, c'est d'abord des conditions matérielles extrêmement médiocres. Il faut bien dire qu'en Europe, la France n'est pas championne de l'état de ces lieux de privation de liberté. Vous savez, en prison, moi j'ai rencontré des personnes, des détenus, qui avaient eu la chance ou la malchance, peu importe, d'avoir une période de détention dans un autre pays européen. Avant de venir, à leur demande, on se demande qu'ils regrettaient amèrement, poursuivre leur détention en France. Ils me disaient, mais comment suis-je là? Où suis-je tombé? Où suis-je tombé? J'étais la semaine dernière dans une prison du sud de la France. J'y ai passé 15 jours avec mes collaborateurs. Un détenu, comme on leur demande, nous a écrit pour nous demander à nous rencontrer. Il m'a écrit cette phrase terrible. Monsieur, je demande à vous voir, car je me demande si je suis incarcéré en France. Je me demande si je suis incarcéré en France. Quand je lis ça, j'ai honte pour mon pays. Et quand je visite un certain nombre de prisons, j'ai aussi honte pour mon pays. Et quand je visite les commissariats, j'ai aussi honte pour mon pays. Il y a aujourd'hui des efforts qui sont faits. Il y a les hôpitaux psychiatriques qui ont été largement modernisés depuis la décennie qui vient de se terminer. Il y a des commissariats qui ont été construits, il y a des prisons qui ont été reconstruites, des efforts substantiels ont été faits. Est-ce qu'on a atteint le bonheur pénitentiaire? Est-ce qu'on a atteint le bonheur policier? Je ne crois pas du tout. Et en particulier s'agissant des prisons. Les prisons nouvelles qu'on nous construit aujourd'hui correspondent assez bien à ce que j'appelle l'industrialisation de la captivité. C'est-à-dire que là où on avait 200 détenus autrefois, on en met 700, 800, 900, voire davantage. Et que dans ces prisons modernes, on a beaucoup renforcé en particulier les mesures de sécurité, on y a accentué formidablement l'inhumanité, plutôt la déshumanité des rapports qui peuvent exister. Et c'est si vrai que les détenus, comme les personnels pénitentiaires qui travaillent dans ces prisons, demandent absolument à réintégrer les anciennes prisons. Autrement dit, tout se passe comme si, aujourd'hui en France, il fallait échanger l'humanité contre la vétusté ou la vétusté contre l'humanité. Est-ce que ce choix est raisonnable? Est-ce que ce choix est raisonnable? Par conséquent, nous critiquons, nous autres, au contrôle général, évidemment tant les vieilles prisons qui croulent de crasse que les nouvelles, qui sont des modèles d'inhumanité et par conséquent, demain, de frustration et de violence, inévitablement. Voilà la première caractéristique des prisons, c'est les mauvaises conditions matérielles. Ça vaut aussi pour les commissariats, je ne vais pas m'y attendre, mais on pourra y revenir. La deuxième caractéristique des lieux de privation de liberté, ça vous ne pouvez pas manquer d'y échapper pour ceux d'entre vous qui ont parcouru ces lieux-là, c'est l'ennui profond qui s'en dégage.
Et ça vaut aussi notamment pour les hôpitaux psychiatriques. Vous savez, ces pauvres malades qui traînent leurs savates dans des couloirs peints en jaune administratifs, c'est abominable. Et bien ce même ennui-là que vous trouvez chez les malades psychiatriques, les malades mentaux, vous le trouvez aussi évidemment dans les prisons et dans les lieux privatifs de liberté, sauf peut-être les CER. Dans les centres de rétention administrative, l'administration a jugé que installer des télévisions, ça suffisait pour penser les activités des personnes. Eh bien, quand une rétention administrative dure 45 jours, comme c'est le cas depuis une loi de l'an dernier, de juin 2011, je vous assure que la télévision, ça ne suffit pas du tout. Que les gens qui sont angoissés par leur avenir restent là les bras ballants et cet ennui est terrifiant. Terrifiant. Vous savez qu'on parle beaucoup de suicide dans ces lieux-là. Évidemment, c'est en rapport avec cette sorte de chape de plomb qui pèse sur les épaules de chacun. Je rappelle que nous avons fait les comptes dans notre dernier rapport annuel. En France, aujourd'hui, en détention, moins de 28% des détenus ont un travail, ont une activité. Moins de 28%. Ce qui signifie que tous les autres font ce qu'ils peuvent, ils font un peu de sport, ça, le sport est assez répandu. Ils font un peu de culture. En prison, on peut tout faire. On peut faire du théâtre, du tai chi, tout ce que vous voudrez. Mais la question qu'il faut se poser toujours, c'est pour combien de détenus? Et vous apercevrez que c'est pour 10 détenus sur 200, 250, 300, 400. Tout ça n'a aucun sens. Et donc le détenu, c'est essentiellement rester toute la journée en cellule, en dehors de ses cours de promenade et de son éventuelle séance de sport hebdomadaire. Donc l'ennui est une seconde marque de ces lieux de privation de liberté. La troisième marque, c'est bien entendu la solitude. Je n'apprends rien à personne. Vous savez, quand on est malade, on est seul, même si on est entouré de ses proches. Quand on est détenu, quand on est en prison, quand on est dans un hôpital psychiatrique, on est loin de ses proches. On a souvent perdu son travail, on a souvent perdu son logement, on a perdu aussi beaucoup d'amis, on a perdu quelquefois son conjoint. Et par conséquent, malgré le droit auquel je veille du maintien des liens familiaux, eh bien, pour l'essentiel, la famille reste aux portes. Je suis très préoccupé, par exemple, des conditions dans lesquelles les familles sont accueillies dans les hôpitaux psychiatriques. C'est souvent une espèce de salle à l'entrée du bâtiment qui est un lieu de passage où il n'y a aucune intimité, aucun échange possible. J'ai souvenir d'une personne étrangère dans un centre de rétention administrative qui me disait ceci: ma femme est venue me voir, un policier était sur le pas de la porte, qu'est-ce que vous voulez dire? On ne s'est rien dit, on ne s'est pas embrassé. La solitude est la marque aussi de ces lieux. Il y a par exemple ces lieux-là, naturellement, qu'on souffre de solitude, mais ce n'est pas quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est le lot commun de tous. Et enfin, le dernier trait commun, et je vais m'arrêter là, de ces lieux, c'est la violence. C'est la violence. La violence, elle est là parce que nous sommes dans des lieux de pénurie, où il n'y a pas beaucoup de biens et services, où le confort matériel est réduit au strict minimum, et où par conséquent, chaque bien a une valeur inestimable. Et pour le conquérir, il faut soit des solidarités, entre malades, entre détenus, entre étrangers, etc., qui existent, mais qui sont souvent minoritaires, et par conséquent l'appropriation d'un bien suppose le racket, la menace, et quand le racket et la menace ne suffisent pas, la violence. Et par conséquent, il y a des violences très fortes entre détenus, entre quelquefois personnes malades. Il y a des relations sexuelles sans consentement dans les hôpitaux psychiatriques, il faut le savoir. Et tout ceci met les personnes ou bien dans la situation d'être dominées, et donc dans la crainte de la violence, ou dominante, c'est-à-dire d'organiser le marché dont elles vont tirer profit. Donc la situation de ces lieux de privation de liberté appelle évidemment une très grande vigilance
et je crois beaucoup d'efforts de notre part pour ramener ces lieux de privation de liberté à des standards qui sont plus conformes aux idées de notre démocratie. Je voudrais terminer d'un mot sur la question suivante. Ces lieux de privation de liberté remplissent-ils leur office? Au fond, est-ce qu'ils remplissent les buts qu'on leur a assignés? Il n'y a pas à douter qu'ils remplissent ces buts-là pour la sanction pénale. J'allais dire même plus qu'un détenu n'est pas seulement puni de sa peine de prison, comme il est normal, et là-dessus je n'éprouve aucun état d'âme, comme on dit aujourd'hui. Il est puni aussi par la perte, je l'ai dit, de son logement, de son travail, etc. Toutes peines qui ne sont pas prévues, sauf erreur, par le code pénal. Donc la sanction pénale, ça va, ça marche. Les soins dans les hôpitaux psychiatriques, ça marche à peu près. Grâce aux molécules qu'on a trouvées depuis 1950 et au-delà, les soins sont tels aujourd'hui qu'on a pu, vous le savez bien, fermer un certain nombre de lits psychiatriques et que la durée moyenne de séjour en hôpital psychiatrique, ce qu'on ignore souvent, c'est de l'ordre de 10 mois aujourd'hui, et non pas de 10 ans comme c'était le cas encore il y a quelques décennies en arrière. Pour les autres, quel office remplissent-ils? Alors moi je suis beaucoup plus sceptique. On dit que la prison doit travailler à la réinsertion des détenus. Est-ce qu'elle travaille à la réinsertion des détenus? Je ne crois pas fondamentalement qu'elle y travaille. En tout cas, si elle y travaille, c'est de façon, parce que là je veux rendre hommage au dévouement des personnes qui s'y attellent, mais qui ne sont pas suffisamment nombreuses et qui ne sont pas suffisamment outillées. Et par conséquent, le résultat en termes de réinsertion est très insatisfaisant. Et on s'étonne des taux élevés de récidive à la sortie de prison. Et j'en suis pas du tout surpris, naturellement, puisque les détenus sortent ou bien brisés, ou bien, comme ils me le disent, c'est leur langage à eux, la haine, avec la haine. Est-ce que c'est là le but de la prison? Je ne le crois pas. Le centre éducatif fermé remet les mineurs dans leur famille, mais sans solution durable. Un jour, je demandais à un directeur de centre éducatif s'il savait ce que devenaient ses enfants qui lui avaient été confiés. Il m'a dit, ben non, je ne sais pas du tout. Quelquefois, quelques-uns d'entre eux m'envoient des cartes postales, donc là, je sais où ils sont. Et sinon, je ne sais pas du tout. Il y a une remarquable discontinuité